Avertissement. Ce documentaire a été réalisé en étant le plus neutre possible. Elle ne fait en aucun cas l'apologie des crimes commis durant la colonisation en 1830 et les événements de la guerre d'Algérie. Par ailleurs, je tiens déjà à m'excuser pour les mauvaises prononciations des noms ou des lieux arabes lors de ce documentaire. Merci pour votre compréhension. Cher oncle et tante, j'espère que vous allez bien et qu'il fait beau chez vous. Nous, ici, il fait beau. Hier, j'ai reçu ma nouvelle affectation et je dois malheureusement partir pour l'Algérie, un pays que je ne connais même pas. J'aurais préféré être envoyé en Allemagne, à surveiller les lignes soviétiques, mais il en est décidé ainsi. Vous pouvez faire quelque chose pour moi. Dites à la femme que j'aime que je dois aller en Algérie et que désormais elle doit m'écrire à cette adresse. Faites bien le bonjour à tout le monde. Je termine ces lignes en te serrant bien cordialement la main et j'espère le faire très bientôt de près. Merci. Bon baiser à vous tous. Maurice. Je suis tombé sur un coffre mystérieux appartenant à mon grand-père. Et j'ai pu voir ses souvenirs, les photos qu'il avait prises avec ses amis lors de la guerre d'Algérie. Oui, mon grand-père était un ancien combattant de la guerre d'Algérie, appelé sous les drapeaux pour effectuer son service militaire. Il a été transféré en Algérie dans un régiment du génie. Et comme vous avez pu l'entendre dans sa lettre, il n'était pas volontaire pour y aller. Je me suis posé la question de savoir ce qu'il avait vécu là-bas et pourquoi la guerre d'Algérie a eu lieu. Pour mieux comprendre, je me suis plongé dans les archives françaises, lu des livres complets à ce sujet pour mieux me plonger dans cette guerre qui est encore aujourd'hui un sujet tabou. Sachez que je ne rentrerai pas dans les détails des différents massacres ou tortures commis durant ce conflit. Mais je souhaitais comprendre et vous faire comprendre l'histoire de l'Algérie jusqu'à son indépendance. Car oui, depuis la colonisation en 1830, tout est lié aux événements de 1954. Alors laissez-moi vous plonger au cœur de la guerre d'Algérie. Mais avant de continuer la vidéo, sachez que le documentaire est en partenariat avec Holly. Holly est un site qui vous propose des boissons énergisantes et d'Ice Tea. À l'extérieur de mon travail, j'aime beaucoup randonner et quelquefois ça arrive que je ressente des coups de fatigue. Je recherchais une boisson naturelle avec un bon goût de fruits qui correspond à mes attentes. Holly a répondu à mes attentes. Et pour faire la boisson, il n'y a rien de plus simple. De l'eau, un sachet que vous déversez dans le shaker et vous remuez. Les boissons sont sans sucre, sans taurine, avec des arômes et des colorants naturels. Moi qui n'aime pas les boissons chimiques, cette fois j'ai trouvé mon bonheur, surtout lors de mes montages ou lors des sessions d'écriture et même pendant mes futurs tournages. La boisson ne me quittera plus. Sachez également que pour la gamme Ice Tea, il y a des vitamines qui sont importantes si vous aimez marcher comme moi ou si vous êtes un sportif. Et pour la gamme énergie, l'utilisation de la caféine cristallisée qui agit beaucoup plus longtemps sur vous quand vous buvez la boisson et cela évite de grands coups de fatigue au cours de la journée. Vous voulez faire comme moi? Essayez puis validez le produit? Alors, avec mon code VOIHISTOIRE5 avec lequel vous obtiendrez une réduction de 5 € sur votre commande,
vous pourrez découvrir les packs découvertes à 19,99 € qui, avec la réduction, vous coûtera 14,99 €. Ou si vous optez pour le shaker, le pack qui est à l'origine à 24,99 € vous coûtera avec la réduction seulement 19,99 €. Sachez que si vous êtes un écologiste et que vous aimez des boissons énergisantes ou des iced tea naturellement bons, sachez qu'avec une boîte en poudre, vous faites l'économie de plus de 50 canettes ou bouteilles. Alors, avec mon code de réduction VOIHistoire5 et le lien qui se trouve en description, n'hésitez pas à aller y jeter un œil et à goûter ces boissons. Je remercie Oli pour leur confiance et d'être partenaire lors de ce documentaire. Et nous sommes repartis dans la guerre d'Algérie. Commençons par l'histoire de l'Algérie pour mieux comprendre la guerre qui conduira l'Algérie indépendante. Au temps de Louis XIV, la conquête d'Alger était déjà dans la tête du roi, mais ses troupes allaient échouer devant Alger. En 1541, Charles Quint souhaite prendre à son tour Alger, mais il va également échouer. François Ier, allié du sultan contre l'Autriche, obtient la concession de commerce sur la côte entre Bonn et la régence de Tunis. À cette époque, le nom de l'Algérie n'existe pas encore. En France, on parle de la régence d'Alger, du royaume barbaresque d'Alger ou Alger, qui est une traduction littérale de l'arabe El Jazaïr. Au XVIIe siècle, Alger se situe au cœur d'un trafic d'esclaves chrétiens, hommes, femmes et enfants qui sont captifs et vont être rachetés par d'autres ordres religieux tels que les trinitaires et mercédaires. Ce n'est qu'en 1815 que le Congrès de Vienne condamne la course et l'esclavage des chrétiens en Méditerranée. Dès la fin du XVIIIe siècle, la France envisage de prendre à nouveau Alger. Cette fois, c'est Napoléon qui étudie la question, car pour lui, ça évitera la suprématie anglaise dans la Méditerranée. En 1808, ils vont envoyer un espion à Alger, le commandant Boutin. Les plans de débarquement seront d'ailleurs réutilisés plus tard. Mais une tension est née entre Alger et la France depuis 1797. D'après les archives, le gouvernement du Directoire a acheté à Alger des cargaisons de blé destinées à ravitailler les troupes françaises stationnées en Italie. Cette transaction est effectuée par deux marchands juifs à Alger, Michel Cohen Bakri et Neftali Busnak. Mais les 14 millions de francs demandés à la France pour la livraison ne seront jamais payés. En 1819, après avoir discuté des transactions, la somme est ramenée à 7 millions de francs, mais celle-ci ne sera toujours pas payée. À cause de cette transaction non payée, les commerçants algérois n'ont pas pu régler leurs impôts au Dey d'Alger, Hussein Dey. Le 30 avril 1827, Cohen Bakri et Busnak se sont une nouvelle fois rendus chez le Dey, qui a convoqué le consul de France, Pierre Deval, pour s'expliquer. Mais le ton va monter entre les deux hommes, à tel point que Hussein Dey a fouetté de son chasse-mouche le visage du diplomate français. Cet événement sera appelé plus tard le coup d'éventail d'Alger. Fin mai 1827, soit 4 mois après l'altercation entre le Dey et le consul de Val, 4 navires de guerre français ont apporté à Alger une lettre de Paris, exigeant des excuses. Mais Hussein Dey a opposé une fin de non-recevoir. Il s'ensuit une rupture des relations diplomatiques entre la France et la régence d'Alger, lors de laquelle la marine royale réalise un blocus devant Alger. Le Dey réplique en détruisant les comptoirs de la cale à Bonn et en canonnant les bateaux français. En juillet 1829, la France tente une réconciliation avec le Dey, mais celui-ci refuse en bombardant le Provence, un navire entré dans la rade d'Alger. En 1830, face à l'indépendance de la Grèce, la France et l'Angleterre, puissances rivales sur les mers, soutiennent depuis le début cette guerre contre l'Empire ottoman. Charles X, qui est alors roi de France, et son président du Conseil, le prince de Polignac, décident de lancer une expédition contre Alger, dont le seul but est de montrer aux Anglais que la France est active en Méditerranée, et de faire taire également l'opposition intérieure en prouvant la détermination du gouvernement. Mais la France intérieure connaît des tensions, puisque Charles X a dissous la Chambre et lors des élections de juin et juillet 1830, l'opposition remporte les 2 tiers des sièges.
Pour les troupes qui font route vers Alger, il est trop tard et la plupart des officiers qui ont servi lors des guerres napoléoniennes brûlent d'envie de se battre. La France s'apprête à s'emparer d'Alger, mais personne ne savait répondre à cette question. Que faire d'Alger par la suite ? Le 14 juin 1830, la flotte française atteint la baie de Sidi Ferruc, qui se situe à 28 km à l'ouest d'Alger. Les opérations de débarquement vont durer plusieurs jours. Le 19 juin, Hussein D lance ses troupes à l'assaut, mais les Français repoussent l'attaque et s'emparent des canons et du campement de Staweli. Le 28 juin, les Français s'engagent sur les hauteurs d'Alger, mais s'aperçoivent qu'en face d'eux, ils ont des combattants redoutables. Le 4 juillet, au terme de 6 jours de combat, le fort L'Empereur, qui est une forteresse ottomane qui protège la ville, tombe aux mains des Français. Le 5 juillet, le Dey Hussein signe l'acte de reddition à Alger. La ville, qui est déserte suite à l'évacuation des civils, passe finalement sous autorité française. 5 jours plus tard, après avoir capitulé, le Dey embarque sur un navire et décide de s'exiler à Livourne. En France, il y a eu de très grands changements politiques. Les 27, 28 et 29 juillet, la révolution dite des Trois Glorieuses met Charles X en fuite. Le 9 août 1830, Louis-Philippe, duc d'Orléans, se fait proclamer roi des Français par la Chambre des députés. Quelques jours plus tôt, ce dernier a dénoncé l'expédition d'Alger. Mais l'affaire étant militairement engagée, il ne peut plus faire marche arrière. Il promet d'installer, selon ses propres mots, un gouvernement dirigé par un prince maure ou arabe. Mais ce gouvernement ne verra jamais le jour. La France décide de prendre en charge un territoire peuplé par 3 millions d'habitants. Les Français vont s'apercevoir que les ressources sont faibles, comme l'écrit Jean-Jacques Jordi. Jamais conquérant ne fut surpris par sa conquête dont il ne savait trop que faire, puisque jamais l'idée d'une colonisation n'avait été avancée pour justifier cette expédition. En 1830, Bourmont fait avancer ses troupes jusqu'à Blida, puis occupe Bonn et Oran. Quand il apprend la Révolution à Paris, il refuse de prêter serment à Louis-Philippe. De ce fait, il sera remplacé par le général Clausel, qui va occuper Bougie et Mostaganem, et va rallier à la France des bourgeois morts, des juifs, des tribus maghem ou les mercenaires zouaouas de Kabylie. Au sein des zouaves, des safis ou des chasseurs d'Afrique, les premières troupes indigènes sont engagées sous le drapeau français. En novembre 1832, l'assemblée des chefs de tribus de la région de Mascara désigne un nouveau sultan, qui est Abdelkader, alors âgé de 24 ans et qui succède à son père, mais refuse le titre de sultan et préfère celui d'émir des croyants. Abdelkader décrète le djihad contre les Français. Dès 1832, aux alentours d'Oran, se déroulent les premiers affrontements entre les tribus maghzen, qui sont ralliées aux Français, et les hommes de l'émir. Abdelkader parvient à isoler les villes côtières de l'Ouest. Le général Des Michel, commandant d'Oran, propose une trêve qui sera signée le 26 février 1834. Un traité qui reconnaît à Abdelkader la souveraineté sur tout l'ouest de la régence d'Alger, à l'exception d'Oran, Mostaganem et de Arzoum. Le 22 juillet 1834, Louis-Philippe signe une ordonnance relative au commandement général et à la haute administration des possessions françaises dans le nord de l'Afrique. L'ancienne régence d'Alger est déclarée possession française et est placée sous le régime législatif des ordonnances royales, sous l'autorité d'un gouverneur général de l'Algérie rattaché au ministère de la guerre. Le territoire est confié au gouverneur, qui a le commandement militaire et la haute administration du territoire. En 1835, le gouverneur général Clausel lance une expédition vers Constantine, mais il échoue faute de moyens. Face à cette défaite, il sera remplacé par le général Damremont, partisan d'une occupation restreinte et pacifique de l'Algérie. Le 30 mai 1837, la convention de la Tafna avec Abdelkader est signée. Ce traité attribue à la France Oran, Mostaganem, Arzoum, Mazagran, Alger et la Mitidja. L'émir, lui, est reconnu sur tout l'arrière-pays oranais et algérois, soit les 2/3 du pays de l'ancienne régence. Mais pour Abdelkader, cet accord est un compromis, car il projette à l'avenir de chasser les Français.
Mais il a besoin de temps pour unifier les tribus, rallier les confréries et les forces nécessaires pour ce combat. Le 14 octobre 1838, lors du 8e anniversaire de la prise d'Alger, une instruction au ministère de la Guerre a prescrit l'intitulé « Algérie » pour désigner le pays dont la ville est la capitale. Le 14 octobre 1839, cette appellation est confirmée par une deuxième instruction signée par le ministre de la Guerre, le général Schneider, qui s'adresse au gouverneur général, le maréchal Vallée. Jusqu'à ce jour, le territoire que nous occupons dans le nord de l'Afrique a été désigné dans les communications officielles soit sous le nom de possession française dans le nord de l'Afrique, soit sous celui d'ancienne régence d'Alger, soit enfin sous celui d'Algérie. Cette dernière dénomination, plus courte, plus simple et en même temps plus précise que toutes les autres, a semblé dorénavant prévaloir. Je vous invite en conséquence à substituer le mot Algérie aux dénominations précédentes. Voilà comment le nom Algérie est rentré dans l'histoire. Le 2 novembre 1839, Abdelkader saisit l'occasion pour arrêter une colonne de l'armée française qui fait route jusqu'à Alger. Avec ses combattants, il fait savoir que le traité de Tafna est rompu et rallume les hostilités. Pour affronter les hommes d'Abdelkader, Vallée demande le renfort de plusieurs milliers d'hommes. Mais les hommes d'Abdelkader sont chez eux et harcèlent l'armée française. Louis-Philippe refuse d'abandonner ce territoire. Ce serait montrer au monde entier l'humiliation qu'aurait subie la France, remettant en cause son statut de grande puissance. Des militaires seront donc envoyés en renfort en Algérie. En décembre 1840, le maréchal Vallée est démis de ses fonctions. Guizot, le chef du gouvernement, fait signer au roi le décret pour nommer un nouveau gouverneur général, le lieutenant-général Thomas Bugeaud. Arrivé à Alger en février 1841, il va s'inspirer des stratégies de Napoléon et va s'adapter au terrain. Il va répartir ses troupes en petites colonnes mobiles et rapides, allège le pactage des soldats, remplace les voitures par des bêtes de somme, fait transporter les canons par des mulets, crée des fortins pour garder ses réserves et poursuit en permanence les offensives contre Abdelkader. Pour priver les troupes d'Abdelkader de leurs moyens, Bugeaud va pratiquer la politique de la terre brûlée. Villages incendiés, récoltes détruites, arbres fruitiers sciés, silos vidés, tribus rasiées. Cette guérilla n'épargne personne, pas même les femmes et les enfants. Finalement, tout le réseau de l'émir tombe aux mains de Bugeaud. La guerre devient une guerre de colonisation. Il va construire des routes et des ponts, bâtir des bourgs et implante des exploitations agricoles. Le 16 mai 1843, profitant de l'absence de l'émir, le duc d'Aumale s'empare de certains des hommes de Abdelkader au cours d'une attaque entreprise par 500 cavaliers. Les Français font 3000 prisonniers et mettent la main sur un immense butin. Bugeaud, qui ordonnait cette attaque, sera récompensé par le bâton de maréchal. Démuni et coupé des siens, Abdelkader doit se réfugier au Maroc, où il demande l'appui du sultan dont il a épousé la fille. Un an après, le Maroc entre en guerre contre la France, mais la bataille d'Isly signera sa défaite. Le 10 septembre 1844, le traité de Tanger est signé. Le Maroc reconnaît la présence française en Algérie, entérine le tracé de sa frontière avec ce pays et cesse tout soutien à Abdelkader qui devient un hors-la-loi au Maroc et en Algérie. Mais l'émir refera son apparition et du 23 au 26 septembre 1845, lors de la bataille de Sidi Ibrahim, qui durera 3 jours et tourne mal pour les Français, contre les 10 000 combattants de l'émir, 82 chasseurs et hussards résistent. Mais seuls 16 d'entre eux pourront regagner les lignes françaises. Pour les unités de chasseurs de l'armée française, le sacrifice de Sidi Ibrahim reste un symbole. La plupart des tribus coopèrent désormais avec les Français. Le 23 décembre 1847, Abdelkader finit par se rendre au général de Lamoricière. C'est le duc d'Aumale, le successeur de Bugeaud, qui recevra sa soumission et assure qu'il sera prisonnier en terre musulmane. Mais en réalité, il sera conduit en France avec sa mère, ses 3 enfants, ses 2 fils et 90 proches et sera détenu à Toulon, Pau et Ambroise. En 1852, Napoléon III honore la promesse de la France en lui permettant de s'exiler à Istanbul, puis à Damas.
Bien sûr, cette affaire a laissé de nombreuses traces sur le sol algérien, bien qu'en témoigne la lettre du futur maréchal Saint-Arnaud. Nous avons tout brûlé, tout détruit. La guerre. Que de femmes et d'enfants réfugiés dans les neiges de l'Atlas. Ils sont morts de froid et de misère. Pélissier de Reynaud, un officier nommé directeur des affaires arabes en 1837, témoigne de ce conflit. Les Arabes ne font jamais de prisonniers, et qu'à quelques rares exceptions près, ils égorgent tout ce qui leur tombe sous les mains. Ces violences seront reprises bien plus tard, mais elles seront exercées d'un côté comme de l'autre. Ce sont malheureusement des réalités qu'on ne peut effacer dans l'histoire. Et beaucoup de militaires français savaient que le conflit en Algérie allait encore durer longtemps. Durant cette conquête, beaucoup de militaires français sont morts. On estime la perte d'environ 95 000 hommes du côté algérien. Il est difficile de donner des chiffres, car à l'époque, le pays ne décomptait pas ses pertes. Selon certains historiens, entre 250 000 et 500 000 Arabes ou Kabyles sont morts lors de cette conquête. Ayant gagné l'Algérie, les organisations de bureaux arabes sont créées et les officiers interdisent au clergé catholique tout contact avec les musulmans, ou du moins tentent de les limiter. Mais Napoléon III autorise le clergé à mener des actions humanitaires, là où elles seront acceptées par le gouvernement général et par la population musulmane, à condition de ne manifester aucun prosélytisme religieux. Le 24 février 1848, après la chute de Louis-Philippe, le général Cavaignac devient candidat à l'Assemblée constituante. Le 20 juin 1848, il devient président du Conseil, fonction qu'il va exercer jusqu'à sa défaite à l'élection présidentielle face à Louis-Napoléon Bonaparte, le 20 décembre 1848. L'avenir de l'Algérie aura été déterminé sous le gouvernement Cavaignac. Le 9 décembre 1848, suite à l'arrêté qui stipule que les 3 provinces d'Alger, Oran et Constantine deviennent des départements français, représentés au Parlement par des députés et chacun doté comme en métropole d'un préfet et de sous-préfets. Les forces militaires et la haute administration restent sous l'autorité du gouvernement général, qui dépend lui-même du ministre de la guerre. C'est grâce à cet arrêté que l'Algérie devient française. Le but du gouvernement désormais est de faire installer des volontaires français qui souhaitent s'installer en Algérie. Mais ce chemin sera très long, car très peu de Français souhaitent faire ce pas. Ce sont plutôt des étrangers qui s'y installent, comme des Allemands, des Espagnols, des Italiens et des Maltais. Seuls 11 000 Français partent s'installer en Algérie. À la fin de 1848, 48 000 Français vivent en Algérie. Mais il y a 62 000 Européens, surtout originaires du pourtour méditerranéen, qui y habitent. L'Algérie étant devenue française, le gouverneur général Randon a réalisé de nombreux travaux, comme des routes, des concessions de mines et de forêts, la création d'un réseau de chemins de fer, fondé l'école de médecine d'Alger et inaugure un collège. Le 17 septembre 1860, face à la victoire de Napoléon III, celui-ci sera le premier chef d'État français à débarquer à Alger et à rendre hommage aux soldats qui ont planté en Algérie le drapeau français. Suite à ce voyage, Napoléon III nomme le maréchal Randon ministre de la guerre et il installera le maréchal Pélissier comme gouverneur général en Algérie. Ce dernier, déjà venu en Algérie dans le passé, reçoit ces consignes de Napoléon III. La terre d'Afrique est assez vaste. Les ressources à y développer sont assez nombreuses pour que chacun puisse y trouver place et donner libre essor à son activité, suivant sa nature, ses mœurs et ses besoins. Car, je le répète, l'Algérie n'est pas une colonie proprement dite, mais un royaume arabe. Les indigènes ont comme les colons un droit égal à ma protection, et je suis aussi bien empereur des Arabes que l'empereur des Français. Le 1er novembre 1863, le monarque incite Pélissier à concéder des terres aux Arabes. Au lieu de suivre l'exemple des Américains du Nord, qui poussent devant eux jusqu'à ce qu'elle soit éteinte, la race abattardie des Indiens, il faut suivre celui des Espagnols du Mexique, qui se sont assimilés tout le peuple indigène. Napoléon III souhaitait faire de l'Algérie une terre franco-musulmane, un pays arabe qui doit avoir les mêmes droits que les métropolitains. Lors d'une deuxième visite en Algérie, il va demander aux Français vivant en Algérie de traiter les Arabes au milieu desquels ils doivent vivre comme des compatriotes.
Mais suite à la capture de Napoléon III par les Prussiens à Sedan, la France redevient une république le 4 septembre 1870. Adolphe Crémieux, ministre de la Justice, va prendre à son tour en main l'affaire de l'Algérie. Détruire le détestable régime militaire, fléau de notre riche colonie. Assimiler, en un mot, complètement l'Algérie à la France. Il va promulguer 58 décrets, dont un qui stipule que la haute administration d'Algérie va désormais dépendre du ministère de l'Intérieur, et non plus du ministère de la Guerre, et sera assisté par un secrétaire général et un conseil de gouvernement. Un nouveau décret verra également le jour, connu sous le nom de décret Crémieux, qui autorise les Juifs d'Algérie à accéder à la nationalité française. Sur un autre décret datant du 24 octobre 1870 qui limite les conditions de naturalisation des indigènes musulmans et des étrangers résidant en Algérie, soumettant l'obtention de la nationalité française au dépôt d'une demande à l'âge minimum de 21 ans. Cette différence entre les juifs et les musulmans sera la cause de tensions au sein de l'Algérie qui va perdurer jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Surtout, les musulmans qui ne respectaient pas certaines règles, comme envoyer les enfants à l'école, étaient punis, soit d'une peine de prison, soit au travail forcé. Cette méthode sera complètement abrogée par la France en 1944. Mais le 15 septembre 1870, une révolte gagne toute la Kabylie. Cheikh El Mokrani va mobiliser plus de 250 tribus. Suite à la guerre contre la Prusse, la France ne peut pas envoyer de troupes militaires en renfort. En mai 1871, Cheikh El Mokrani meurt lors d'un engagement contre l'armée française. Mais l'insurrection va durer encore 5 mois. Le bilan des pertes humaines du côté français s'élève à 2700 soldats tués et 1 millier d'auxiliaires indigènes. L'insurrection a coûté la vie à plus de 20 000, voire 30 000 victimes du côté kabyle. Il y a eu d'autres insurrections importantes en Algérie, en 1879, comme par exemple dans l'Aurès, en 1881-1883 dans le sud oranais, 1901 à Marguerite, entre Alger et Orléansville, puis dans l'Aurès en 1916. La France s'aperçoit qu'elle n'a qu'insuffisamment su pacifier l'Algérie en profondeur. Mais ce n'est que le 19 décembre 1900 que la France vote une loi donnant à l'Algérie son autonomie financière. En 1912, la tension monte entre l'Allemagne et la France, et cette dernière décide d'adopter la loi dite de 3 ans. Le haut commandement imposant sa décision, dorénavant, les musulmans algériens, tout comme les Français, seront soumis à un service militaire qui doit durer 3 ans. L'armée voit là un beau moyen d'intégration pour les Arabes. Mais beaucoup d'entre eux désobéissent, car en intégrant l'armée française, ils commettent un crime contre leur religion. Il faut noter également que les appelés sont tirés au sort chaque année par le ministère de la Guerre. Et par ailleurs, cette méthode est abandonnée en métropole depuis 1905, sauf dans les colonies. Le 4 août 1914, des croiseurs allemands tirent leur première salve sur Bonn et Philippeville. Dorénavant, c'est la guerre. La mobilisation s'effectue en Algérie et en France. Même les notables musulmans sont volontaires. Dès la fin de l'été 1914, les unités coloniales arrivent en métropole et sont engagées dans la bataille de la Marne. Au cours du mois de novembre 1914, à Constantinople, l'Empire ottoman, qui est allié avec l'Allemagne, proclame le djihad contre les Français. Le sultan Mehmed V lance un appel en Algérie, qui tombe dans le vide. Les unités de tirailleurs, comme on les appelait à l'époque, se sont battues avec énormément de courage au cours des campagnes de Champagne en 1915, à Verdun et sur la Somme en 1916-1917, ainsi que dans les ultimes combats de 1918. Sur les 500 000 soldats indigènes venus des pays colonisés d'Afrique lors de la Première Guerre mondiale, 173 000 viennent d'Algérie et 25 000 d'entre eux sont déclarés tués ou disparus. On déplorera également 72 000 blessés. Lors du défilé du 14 juillet 1919, les soldats coloniaux et la Légion étrangère seront les plus applaudis et les plus acclamés par la foule. Georges Clémenceau vint insister pour que les militaires musulmans aient un accès facile à la citoyenneté sans qu'ils changent leur statut religieux.
Charles Jonard fait adopter une nouvelle loi le 4 février 1919 qui va accorder le droit de vote aux indigènes âgés de 25 ans et qui ont servi dans l'armée, sont propriétaires, employés de l'État ou titulaires du certificat d'études ou d'un diplôme supérieur. Grâce à cette loi, 425 000 électeurs musulmans peuvent participer aux élections communales ou aux élections des conseils généraux et des délégations financières. Dans les archives américaines, on peut lire une lettre secrète envoyée par l'émir Khaled, le petit-fils de Abdelkader, au président américain Woodrow Wilson, dans laquelle on trouve un réquisitoire qui explique la politique française en Algérie depuis 1830. L'émir Khaled espère que grâce à cette lettre, le chef d'État américain représente les Algériens à la conférence de la paix à Versailles et soutienne le droit du peuple algérien à réclamer son autodétermination sous la protection de la ESDN. En 1923, l'émir Khaled constate que son combat n'aboutit pas et décide donc de quitter l'Algérie pour l'Orient, où il meurt finalement à Damas en 1936. Beaucoup de jeunes Algériens souhaitent avoir les mêmes privilèges et les mêmes droits que leurs compatriotes français. C'est cela que la France craint, une escalade qui peut avoir lieu à tout moment avec les jeunes Algériens. Du 4 au 12 mai 1930, le président de la République, Gaston Doumergue, reçoit un accueil triomphal lors des célébrations de l'anniversaire du débarquement de 1830 en Algérie. Pour lui, il est jamais trop fastueux pour commémorer l'entrée de l'Algérie musulmane dans la grande famille française. À Sidi Ferruc, le chef de l'État inaugure un monument érigé à la mémoire du débarquement de 1830. À Boufarik également, le chef de l'État inaugure un gigantesque monument dédié aux génies colonisateurs français et aux héros, aux pionniers de la civilisation, aux réalisateurs de la plus grande France. La France organisera même une exposition coloniale au cours de l'année 1931. Pour certains, elle va être un véritable succès, mais pour d'autres, elle fut un échec et n'a rien enseigné du tout. Pour Maurice Violette, la France perdra l'Algérie dans 15 ou 20 ans. Déjà en 1925, devant le Conseil de politique indigène, l'IOT déclare : Il est à prévoir, et je le crois comme une vérité historique, que dans un temps plus ou moins lointain, l'Afrique du Nord, évoluée, civilisée, vivant de sa vie autonome, se détachera de la métropole. Il faut qu'à ce moment-là, et ce doit être le suprême but de notre politique, que cette séparation se fasse sans douleur et que les regards des indigènes continuent toujours à se tourner avec affection vers la France. À ces fins, il faut dès aujourd'hui nous faire aimer d'eux. Aujourd'hui, ce discours est renommé comme prophétique, mais à l'époque, on ignorait que ce discours allait avoir un sens. En 1931, certains Algériens décident de défendre leur religion, leur patrie. Le cheikh Ben Badis prend la tête d'un groupe de jeunes oulémas qui partagent chez vues et fondent dans la même année l'association des oulémas musulmans algériens. Son programme est de défendre, tout en respectant la souveraineté française, une identité religieuse, la culture algérienne, l'autonomie du culte islamique et l'unité du monde arabo-musulman. Ben Badis écrit : L'islam est ma religion, l'arabe est ma langue, l'Algérie est ma patrie. En 1935 sont fondés les Scouts musulmans algériens, une association créée pour contrer l'inscription de jeunes musulmans chez les Scouts de France. Une autre figure se fait également connaître, Messali Hadj, qui a rejoint Bordeaux en 1918, l'armistice étant prononcé avant la fin de ses classes. Dans ses mémoires, il racontera ce que lui et ses camarades ressentaient. Nous ne nous rendions pas compte que nous étions animés par des sentiments nationalistes. En 1921, il retourne en Algérie, mais il retourne en France en 1923, car au niveau de son travail, il se sentait plus libre en métropole que dans l'Algérie coloniale. Lisant le journal L'Humanité, il se rapproche des communistes, où il deviendra un militant. En 1926, le PCF lance une organisation qui est destinée à rassembler tous les travailleurs algériens en métropole, l'Étoile nord-africaine. Messali Hadj en devient le secrétaire général. En 1927, il est envoyé au congrès de la Ligue anti-impérialisme à Bruxelles, où il revendique publiquement l'indépendance de toute l'Afrique du Nord. Dès 1928, le caractère indépendant du mouvement de Messali Hadj se révèle plus nationaliste que communiste, ce qui entraîne son exclusion au sein du PCF.
L'étoile nord-africaine comptant 4000 membres s'émancipe du PCF et sera interdite par les pouvoirs publics en 1929. Le mouvement se reconstitue autour de son journal rédigé en arabe, El Oumma, ce qui veut dire la communauté des croyants, puis revient en 1933 sous l'appellation de Glorieuse Étoile nord-africaine. Le mouvement messaliste exige le retrait des troupes françaises, qualifiées de forces d'occupation, et la constitution d'une armée nationale algérienne. La Glorieuse Étoile nord-africaine se dote d'un drapeau vert et blanc frappé de l'étoile et du croissant islamique, ce qui deviendra l'emblème du nationalisme algérien. Et plus tard, en 1962, le drapeau de l'Algérie indépendante. En 1935, alors qu'en Europe une nouvelle guerre se confirme d'année en année, Messali Hadj déclare qu'il demandera au peuple algérien de refuser toute mobilisation, quitte à retourner leurs armes contre leurs oppresseurs. Mais suite à la pression politique, il mettra en sourdine cette annonce et partira s'installer à Genève pour échapper aux autorités françaises. Ferhat Abbas, un étudiant qui obtient son diplôme de pharmacie, rejoint les membres de la Fédération des élus musulmans du département de Constantine, que préside le docteur Mohamed Benjeloul. Le 23 février 1936, dans l'entente franco-musulmane, Ferhat Abbas publie « En marge du nationalisme, la France, c'est moi. Si j'avais découvert la nation algérienne, je serais nationaliste, et je n'en rougirais pas comme d'un crime. Et cependant, je ne mourrai pas pour la patrie algérienne, parce que cette patrie n'existe pas. J'ai interrogé l'histoire, j'ai interrogé les vivants et les morts. J'ai visité les cimetières, personne ne m'en a parlé. Sans doute ai-je trouvé l'empire arabe, l'empire musulman, qui honore l'islam et notre race, mais ces empires sont éteints. Nous avons donc écarté une fois pour toutes les nuées et les chimères pour lier définitivement notre avenir à celui de l'œuvre française dans ce pays. » Ferhat Abbas ne nie pas l'identité arabo-musulmane de l'Algérie, mais il attend de la France une politique qui va contribuer à l'élévation économique, sociale et culturelle de la population. Il écrit « Sans émancipation des indigènes, il n'y a pas d'Algérie française durable. » Comme tous les jeunes Algériens, il place ses revendications égalitaires et réformistes dans une perspective française. Ben Badis écrira « Nous aussi, nous avons cherché dans l'histoire et dans le présent. Nous avons constaté que la nation algérienne musulmane s'est formée et existe comme se sont formées les nations de la terre encore existantes. Ce peuple musulman algérien n'est pas la France. Il ne peut pas être la France. Il ne veut pas être la France. Il ne veut pas l'être. Et même s'il le voulait, il ne le pourrait pas. Car c'est un peuple très éloigné de la France, par sa langue, ses mœurs, son origine et sa religion. Il ne veut pas s'assimiler. » En 1936, suite à la mort de l'émir Khaled, les nouvelles figures vont essayer de se faire connaître. Du 26 avril au 3 mai se tiennent les élections législatives et le Front populaire obtient la majorité. Un congrès se tient le 7 juin 1936 au cinéma Majestic, à Alger. Pour rendre leur initiative crédible, les organisateurs ont évité de mettre en avant les messalistes de l'étoile nord-africaine, qui sont jugés trop extrémistes. Au terme d'une journée de délibération, la motion finale du Congrès exige la suppression des lois d'exception, la possibilité d'accéder à la citoyenneté française tout en conservant son statut coranique, la liberté d'enseignement de la langue arabe, l'obligation d'instruction pour les musulmans et l'institution d'un collège électoral unique. Le 2 août 1936, Messali Hadj débarque à Alger, prend la parole lors d'un meeting et dénonce le programme du Congrès musulman comme pro-français. Il proclame également le droit du peuple algérien à disposer de lui-même. À la fin de son discours, il sera ovationné. Les propos de Messali Hadj sont considérés comme inacceptables pour la France. Sur ordre de Moscou, le Parti communiste renonce à la revendication pour soutenir les propos de Messali Hadj pour l'indépendance de l'Algérie. En janvier 1937, le Conseil des ministres, avec l'approbation du PCF, prononce la dissolution de la glorieuse étoile nord-africaine. Mais Messali ne se laisse pas abattre. En mars 1937, il fonde le Parti du peuple algérien, PPA. Ce nouveau parti souhaite enrôler sous sa bannière les classes populaires, la petite bourgeoisie, la jeunesse, la main-d'œuvre qui a immigré en métropole ou en Belgique.
Dès le mois d'août 1937, le leader algérien et 5 membres du comité directeur du PPA sont arrêtés et condamnés à 2 ans de prison. Après la crise de Munich de 1938, le PPA est en faveur du refus actif de la mobilisation si la France venait à entrer en guerre. Clandestinement, le comité d'action révolutionnaire nord-africain, dit CARNA, est formé et va s'adresser à l'Allemagne et à l'Italie pour obtenir des armes. Informé de cette tentative, Messali exclut ces personnes du parti. En septembre 1939, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne et dissout le parti de Messali. Ce dernier sera étroitement surveillé pendant toute la durée de la guerre, et ce jusqu'en 1946. Mais son parti poursuivra ses activités dans la clandestinité. Malgré les appels de Messali Hadj, la France mobilise de septembre 1939 à mai 1940 340 000 hommes au sein des colonies dans l'armée française. Mais suite à la débâcle de 1940, les pertes pour les colonies d'Afrique du Nord s'élèvent à 5 000 tués et 90 000 prisonniers arabes, dont 60 000 sont algériens. Les Marocains, les Tunisiens, les tirailleurs sénégalais et les Algériens sont internés dans les Frontstalags, que les Allemands installent en France occupée, et certains y resteront jusqu'à la libération. L'Algérie est dorénavant sous le contrôle de Vichy, et de septembre 1940 à novembre 1941, le général Weygand réside à Alger avec le titre de délégué général du gouvernement en Afrique du Nord. Avec le soutien discret des Américains qui ne sont pas encore rentrés en guerre, il défend l'Afrique du Nord et l'Afrique occidentale française contre les Allemands, mais également en repoussant les approches des gaullistes de la France libre. En 1941, Weygand fait fusiller Mohamed Bourras, le fondateur des scouts musulmans algériens, parce qu'il a livré aux Allemands des documents secrets en échange d'armes. Vichy va appliquer son statut contre les Juifs en Algérie et révoque le décret Crémieux. Mais les Français d'Algérie sont beaucoup plus pétainistes que la population de métropole, qui voit chez Pétain son respect envers les indigènes. Par ailleurs, des milliers de ceux-ci adhèrent à la Légion des combattants, pendant que nombre d'entre eux sont nommés dans des instances consultatives locales et au Conseil national de Vichy. L'Algérie ne passera pas à côté des privations d'alimentation, de vêtements, et commence à voir sa qualité de vie se dégrader significativement. En janvier 1941, une mutinerie va avoir lieu à Maison Carrée, dans la banlieue d'Alger, pour montrer le mécontentement. En décembre 1941, les États-Unis, qui sont désormais entrés en guerre, préparent un plan d'invasion sur les côtes d'Afrique du Nord. Ce n'est que le 8 novembre 1942 que l'opération, baptisée Torche, a lieu et se heurte à une forte résistance française à Oran et au Maroc. Mais l'amiral Darlan, face à l'invasion allemande de la zone libre le 11 novembre 1942, donne l'ordre de combattre aux côtés des Alliés. Mais un mois après, l'amiral Darlan est assassiné. Les Américains détestent De Gaulle et voient dans le général Giraud une seconde option. Ce dernier devient le commandant civil et militaire de l'Afrique du Nord. L'armée d'Afrique, relevée par le général Weygand, reprend le combat contre les Allemands en Tunisie. Grâce à l'aide financière et matérielle des États-Unis, les 3 colonies françaises d'Afrique du Nord peuvent désormais reconstituer une armée qui sera capable de participer à la libération de la métropole. Grâce à ce soutien, plus celui des forces gaullistes arrivant du Tchad, les forces germano-italiennes capitulent en Tunisie en mai 1943. Pour cette seule campagne, l'Algérie a fourni 54 000 combattants, dont plus de 30 000 musulmans, dont 2500 d'entre eux sont tombés au champ d'honneur. En débarquant, les Alliés ramènent avec eux la Charte de l'Atlantique, qui est un texte publié par Roosevelt et Churchill en août 1941. Le 1er janvier 1942, les 26 nations en guerre contre l'Allemagne signent la Déclaration des Nations Unies, qui inspirera à la Charte des Nations Unies adoptée à San Francisco le 26 juin 1945. Dans l'article 3, cette charte affirme la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ce texte a été traduit en arabe et distribué en Afrique du Nord. En Algérie, cette charte vient au secours des nationalistes qui souhaitent l'indépendance du pays.
Le 20 décembre 1942, Ferhat Abbas adresse aux autorités alliées un message qu'il fait suivre aux autorités françaises, réclamant la convocation urgente d'une conférence réunissant les élus et les représentants qualifiés de toutes les organisations musulmanes, afin d'élaborer un statut politique, économique et social des musulmans algériens. Un texte est rédigé en concertation avec les oulémas et même le PPA, qui est signé le 10 février 1943 par la plupart des élus musulmans. Puis, le document est remis à Marcel Pérouton, gouverneur général qui a été nommé par Giraud. Ce manifeste est considéré comme l'acte de naissance de la nation algérienne. Le gouverneur Pérouton décide de créer une commission d'études économiques et sociales musulmanes chargée d'avancer des propositions de réforme. Le 26 mai 1943, Ferhat Abbas et ses amis publient un additif qu'ils font adopter par les représentants arabes et berbères des délégations financières. Le document revendique la souveraineté pleine et entière de l'Algérie, tout en reportant à la fin de la guerre la fondation d'un État algérien, doté d'une constitution élaborée à une assemblée constituante élue au suffrage universel. En somme, ce manifeste doit transformer le gouvernement général d'Alger en gouvernement algérien présidé par un haut-commissaire de France et qui serait un gouvernement constitué de ministères répartis en nombre égal entre Européens et musulmans. De Gaulle est bien accueilli par l'administration qui obéit au général Giraud. De Gaulle fonde à Alger en juin 1943 le Comité français de libération nationale. Et cette même ville devient la capitale de la France en guerre. Le 3 juin 1944, le CFLN devient gouvernement provisoire de la République française, puis elle rejoindra Paris en août 1944. Le 1er août 1943, l'armée d'Afrique et les forces françaises libres fusionnent. Équipée par les Américains, cette armée prend part à la guerre en occupant la Corse dès septembre 1943, en combattant en Italie de novembre 1943 à juillet 1944, de la Provence au Rhin et au Danube de août 1944 à mai 1945. Au 8 mai 1945, 97 000 tués ont été comptabilisés au sein des rangs de l'Afrique. Le général Katrou, qui est nommé gouverneur général de l'Algérie et commissaire d'État aux affaires musulmanes, rejette le manifeste du peuple algérien publié 4 mois plus tôt. En décembre 1943, le CFLN décide de créer une commission chargée d'élaborer un programme de réforme politique, administrative, économique et sociale en faveur de la population indigène, commission qui sera composée pour moitié de musulmans. Le 14 mars 1944, Ferhat Abbas, le cheikh Bachir el-Ibrahim, successeur de Ben Badis à la présidence de l'association des oulémas et Messali Hadj, qui est toujours en résidence surveillée, s'allie pour lancer une structure commune destinée à représenter ce qu'il commence à appeler le mouvement national algérien. Ce sera l'Association des Amis du Manifeste et de la Liberté, AML, qui accorde un compromis en réclamant la fondation d'une république algérienne, fédérée à la République française. À Alger, le général Katrou est remplacé par Yves Châtaigneau, un diplomate socialiste, et dès sa prise de fonction en septembre 1944, il encourage le AML à faire paraître un hebdomadaire, dans l'espoir de soutenir les nationalistes modérés qui souhaitent réellement aboutir à une Algérie fédérée à la France. Les pays voisins de l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, demandent leur indépendance et à ne plus dépendre du protectorat français. En janvier 1944, la France a officiellement reconnu l'indépendance de la Syrie et du Liban, sur lesquels Paris exerçait un mandat depuis 1920. En Égypte, les nationalistes souhaitent l'évacuation des troupes britanniques de la zone du canal de Suez, et ce traité d'évacuation sera fixé en 1949. En mai 1945, la Ligue des États arabes voit le jour au Caire et qui réunit l'Égypte, l'Arabie saoudite, l'Irak, la Jordanie, le Liban, la Syrie et le Yémen du Nord. En Algérie, les nationalistes sont persuadés que le président américain Roosevelt est convaincu de donner l'indépendance à l'Algérie et que celle-ci sera proclamée à la Conférence des Nations Unies qui s'est ouverte à San Francisco
le 25 avril 1945. C'est dans ce contexte qu'en mai 1945, les événements dramatiques de Sétif et du nord constantinois vont survenir. Le but étant de mettre les Français devant le fait accompli et à former un gouvernement algérien indépendant. Mais cette manifestation provoquera la mort de 22 Européens, soit par arme à feu, par arme blanche ou à coups de gourdin, et de 80 blessés. Pour rétablir l'ordre, les policiers et gendarmes vont user de leurs armes. On relèvera 35 morts et environ 60 blessés. À Guelma, il y a eu également des émeutes durant ces 4 jours et on déplorera 109 morts et 254 blessés du côté européen et un nombre inconnu de musulmans francophiles. Du côté des manifestants indigènes, on dénombrera 36 morts et près de 70 blessés. Les autorités françaises sous les ordres du général Henri Martin lancèrent la répression et déployèrent 10 000 hommes dans le Constantinois. L'aviation va intervenir, mais en utilisant des leurres au lieu de vraies bombes. Et le croiseur du quai Trouin a ouvert le feu sur les gorges de Kherrata, souvent avec des tirs à blanc. Finalement, les militaires français remportèrent cette victoire, et les armes furent déposées du côté des manifestants. De Gaulle fait preuve de fermeté lors de la conférence des Nations Unies et assure que la France a la situation bien en main en Algérie et que sa souveraineté y est assurée. Convient de souligner que le Parti communiste algérien, filiale du PCF qui participe au gouvernement dirigé par De Gaulle, a lancé un appel à la répression. Des tracts seront distribués le 12 mai 1945, demandant de passer par les armes les instigateurs de la révolte et les hommes de main qui ont dirigé l'émeute. Dans un rapport écrit le 16 mai par le général Raymond Duval, on peut y lire: L'intervention immédiate a brisé la révolte, mais il n'est pas possible que le maintien de la souveraineté française soit basé exclusivement sur la force. Un climat d'entente doit être établi. Si la France ne fait rien, tout recommencera en pire, et probablement de façon irrémédiable. Suite aux émeutes du 8 mai 1945, Ferhat Abbas est emprisonné et l'association des Émis du Manifeste et la Liberté est dissoute. Libéré par Amnesty, Abbas fonde un nouveau parti qui continue à revendiquer la formation d'une république algérienne associée à la France, l'Union démocratique du Manifeste algérien, UDMA. C'est grâce à cette étiquette qu'il est élu à la seconde assemblée constituante en 1948. Mais Salih Hadj est autorisé à revenir en Algérie en octobre 1946. Il devient le président du Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, MTLD. Aux législatives de novembre 1946, le MTLD est le premier parti algérien. En 1947, tous refusent de participer à la discussion parlementaire sur le statut de l'Algérie. Un congrès se tient en février 1947 et celui-ci a lieu clandestinement à Alger. Au cours de ce congrès, il est décidé d'utiliser les futures élections comme moyen de propagande et de créer une nouvelle organisation militaire secrète, l'Organisation spéciale, OS, destinée à former des cadres pour la révolution algérienne et à mettre en place un dispositif clandestin en vue de l'insurrection armée. Hossein Aït Ahmed se voit confier la direction de l'OS. Il recrute un millier de volontaires, recherche des armes et organise des stages d'instruction. Le gouvernement provisoire va tenter de tenir ses promesses dans l'administration française. Le nom d'indigène est abandonné au profit de Français musulmans. Tous deviennent des citoyens et peuvent voter lors des élections. Mais le mécontentement va s'accroître face au nouveau gouverneur général Marcel Edmond Negelen. En février 1948, lors des élections pour mettre en place le nouveau statut Negelen, fait arrêter les candidats indépendantistes ou nationalistes et fait bourrer les urnes de façon à masquer les neutralisations. Du fait de ces arrestations, les candidats soutenus par l'administration française obtiennent la majorité. En métropole et même à l'étranger, cette méthode soulèvera l'indignation. Et le pire, c'est que ça recommencera en 1951. En avril 1949, l'OS organise un hold-up à la Grande Poste d'Oran. Cette opération réussit sans effusion de sang, mais déclenchera une vaste enquête de police qui s'achève en 1950 par le démantèlement partiel de l'OS.
Hossein Ait Ahmed s'enfuit et se réfugie au Caire. Ahmed Ben Bella, qui s'est enfui 2 ans après sa capture, le rejoint au Caire. En 1950, Messali Hadj est affaibli suite aux nombreuses heurts entre les différents partis. L'un souhaite une Algérie algérienne laïque et révolutionnaire. L'autre souhaite une Algérie fondée sur la religion musulmane, sur la langue et la culture arabe. En 1952, Messali Hadj, alors en tournée à travers l'Algérie où il rencontre un accueil fervent venant de la foule, est soudain perçu comme un danger pour les pouvoirs publics. Le leader indépendantiste est de nouveau interdit de séjour et assigné à résidence à Niort dans les Deux-Sèvres. En 1954, lors d'un congrès du MTLD qui se tient en Belgique, Messali devient président à vie de ce mouvement. En mars 1954, un groupe d'exclus du MTLD et d'anciens de l'OS fonde le Comité révolutionnaire pour l'unité et l'action, CRUA. Ils perçoivent la chute de l'Indochine comme un encouragement. Fin juin, une réunion secrète se tient au Clos Salambier, dans la banlieue d'Alger. Les 22 membres de la CRUA prennent la décision de passer à la lutte armée. Au cours de l'été 1954, une direction collégiale s'organise en partageant des zones géographiques de l'Algérie. Responsable de l'Aurès, Mostefa Ben Boulaïd. Du nord constantinois, Mourad Didouche. De la Kabylie, Krim Belkacem. De l'Algérois, Rabat Bitat. De l'Oranie, Larbi Ben Midi. L'ensemble doit être coordonné par Mohamed Boudiaf, tandis que Hossein Ait Ahmed, Ahmed Ben Bella et Mohamed Kider, qui tous les 3 réfugiés au Caire, sont chargés des relations extérieures. Ce sont les 9 chefs historiques de l'insurrection algérienne. Il faut également rajouter Ramdam Aban, qui sera libéré de prison en janvier 1955 et qui sera chargé de l'organisation politique d'Alger. Les 10 et 24 octobre 1954, la CRUA organise ses dernières réunions à Alger et décide d'autodissoudre son mouvement pour le remplacer par un mouvement politique qui se prénomme le Front de Libération Nationale, plus connu sous le nom de FLN, et dont la branche militaire s'appellera Armée de Libération Nationale, ALN. L'insurrection doit avoir lieu le 1er novembre. La consigne est saboter les objectifs, saisir les armes, ne pas s'en prendre aux civils. 2 tracts sont préparés. Le premier est une proclamation du FLN, informant le peuple algérien des raisons et des buts de la guerre. Le second ordonne à chaque Algérien de soutenir les combattants de l'indépendance. Le 1er novembre 1954, un autocar qui assure la liaison entre Biskra et Harris prend la route avec à son bord Hadj Sadok, un lieutenant de réserve de l'armée française, Guy et Janine Monroe, 2 jeunes mariés et instituteurs qui se sont portés volontaires pour renseigner en Algérie. L'autocar arrive dans les gorges de Tiganimine et doit soudainement freiner à la sortie d'un virage, car un barrage de pierres a été hissé au milieu de la route. Des 2 côtés du bas-côté surgissent une dizaine d'hommes armés, et l'un d'eux monte dans le car et fait descendre Hadj Sadok et le couple Monroe. Après un échange, Sadok déclare qu'il refuse de parler avec des bandits et tente de saisir son pistolet qu'il cache sous son baudrier. Mais à peine son geste esquissé, une rafale de mitrailleuses ouvre le feu et tire sur lui et sur le couple Monroe. Hadj Sadok est remis dans le car, tandis que le couple Monroe sont abandonnés au bord de la route sous le soleil algérien. Transporté à l'hôpital de Harris, Hadj Sadok meurt quelques heures plus tard. Jean Servier, un ethnologue, se demande ce qui s'est passé à cet endroit. Il va donc prendre à ses côtés des hommes armés et va aller sur les lieux. C'est là qu'il va découvrir Guy et Janine Monroe allongés sur le bas-côté de la route et vont les transporter à l'hôpital. Guy Monroe ne se réveillera jamais et mourra à l'hôpital. Janine, son épouse, plus légèrement blessée, sera soignée. Ce n'est pas le seul attentat. À Alger, 3 bombes ont explosé au cours de la nuit à la radio, au gaz d'Algérie et au pétrole Mori. À Boufarik et Blida, des attaques à main armée contre les casernes ont été repoussées.
À Batna, 2 sentinelles ont été abattus. À Kenchela, un officiel et l'un de ses hommes ont été tués. En Grande Kabylie, un garde champêtre musulman est assassiné. En Oranie, un fermier européen est également assassiné. Un conseil de guerre a lieu dans la nuit dans le bureau du gouverneur Roger Léonard et enregistre les nouvelles d'heure en heure. Ce n'est que le lendemain, le 2 novembre, qu'on s'aperçoit de la catastrophe en cours. En ce jour de la Toussaint Rouge, comme elle a été surnommée, 70 attentats ont été commis, faisant 9 morts et 4 blessés. Sur les lieux de l'attentat, les Français découvrent des tracts abandonnés et signés par un mystérieux groupe, le FLN. On peut y lire: Restauration de l'État algérien souverain, démocratique et social dans le cadre des principes islamiques, et rassemblement et organisation de toutes les énergies saines du peuple algérien pour la liquidation du système colonial. Le FLN demande aux autorités françaises de reconnaître la nationalité algérienne et d'abroger les décrets et les lois faisant de l'Algérie une terre française en déni de l'histoire, de la géographie, de la langue, de la religion et des mœurs du peuple algérien, et sont prêts à des négociations pour aboutir à la reconnaissance de la souveraineté algérienne. Le 5 novembre 1954, François Mitterrand, alors ministre de l'Intérieur au sein du gouvernement de Mendès France, affirme devant la commission de l'Intérieur: La France ne va pas négocier avec des rebelles qui, par l'ampleur même de leurs méfaits, ne peuvent s'exposer aux rigueurs de la répression. 2 jours plus tard, Mitterrand s'exprime à la radio, expose la position du gouvernement et assure que l'État réprimera avec sévérité l'insurrection, tout en s'engageant à mener des réformes politiques, économiques et sociales en Algérie. Le 12 novembre, devant l'Assemblée nationale, Mitterrand tient ce discours. De même que le Maroc et la Tunisie ont connu ce phénomène du terrorisme individuel dans les villes et dans les campagnes, faut-il que l'Algérie ferme la boucle de cette ceinture du monde en révolte depuis 15 ans contre les nations qui prétendaient les tenir en tutelle ? Eh bien non, cela ne sera pas. Parce qu'il se trouve que l'Algérie, c'est la France. Parce qu'il se trouve que les départements de l'Algérie sont des départements de la République française. Pierre Mendès France est quant à lui surpris des événements. Le 31 juillet 1954, à Carthage, il annonce dans un discours que le chef du gouvernement a annoncé l'octroi et l'autonomie interne à la Tunisie et est ouvert à des négociations. Concernant l'Algérie, Mendès France souhaite par la volonté d'appliquer le statut de 1947, dans l'espoir de rallier les nationalistes modérés et de poursuivre les réformes dans le pays. Le 12 novembre, devant l'Assemblée nationale, il prend la parole après Mitterrand. On ne transige pas lorsqu'il s'agit de défendre la paix intérieure de la nation, l'unité, l'intégrité de la République. Les départements d'Algérie constituent une partie de la République française. Ils sont français depuis longtemps et d'une manière irrévocable. Jamais la France, aucun gouvernement, aucun parlement français, quelles qu'en soient d'ailleurs les tendances particulières, ne cédera sur ce principe fondamental. J'affirme qu'aucune comparaison avec la Tunisie ou le Maroc n'est plus fausse, plus dangereuse. Ici, c'est la France. Suite aux attentats du 1er novembre, le Conseil des ministres annonce la dissolution de Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, le parti de Messali Hadj. Mais à Paris, on se questionne sur ce nouveau groupe, le FLN, dont personne n'a jamais entendu parler. Il donne l'ordre de traquer les responsables de cet attentat et d'intercepter tout individu dangereux pour la sûreté de l'État. En Algérie comme en métropole, la police arrêtera 2000 personnes parmi les militants nationalistes algériens. Lors de ces arrestations, la police fait main basse sur 47 armes à feu, 490 engins explosifs et 1 millier de détonateurs. Krim Belkacem, responsable du FLN pour l'Algérois, avouera plus tard que ces arrestations avaient désorganisé ses réseaux et qu'il lui aura fallu du temps pour le reconstituer. La plupart des internés sont libérés au bout de quelques semaines. Certains basculent dans la clandestinité et rejoignent les premiers maquis du FLN. À la fin de 1954, l'organisation du FLN déclare compter 350 hommes armés dans les Aurès, 450 en Kabylie, 50 dans l'Algérois et 60 en Oranie. En face de eux, il y a 49 000 hommes qui sont peu expérimentés et qui appartiennent à des unités de dépôt.
Le 10 décembre 1954, l'Assemblée nationale accorde au gouvernement d'envoyer des renforts en Algérie. Des unités de CRS, de gendarmes mobiles, un bataillon de SAFIS, un bataillon de tirailleurs sénégalais et 4 bataillons de parachutistes quittent la métropole pour rejoindre l'Algérie. Puis, ils seront rejoints par les troupes de la Légion et des parachutistes qui quittent l'Indochine. En janvier 1955, des énormes opérations de ratissage débutent dans le massif de l'Aurès, qui est un point fort de l'insurrection avec la Grande Kabylie. Leur but ? Traquer ceux qu'on appelle les hors-la-loi ou les félagas. Le 5 janvier 1955, François Mitterrand rappelle que le gouvernement recourt à la force mais veut également s'attaquer aux racines profondes des problèmes. Il présente donc un plan de réforme qui ressemble au programme de 1944. Mais ce nouveau plan va susciter pas mal de remous chez les élus européens du premier collège au sein de l'Assemblée nationale, ainsi qu'à l'Assemblée algérienne. Dans la nuit du 5 au 6 février 1955, René Meyer, député de Constantine, reproche au gouvernement de s'engager sur la voie de l'aventure et provoque la chute du gouvernement Mendès-France. Le 15 février 1955, Jacques Soustelle arrive à Alger comme nouveau gouverneur général. Il fait un discours pour rassurer les Européens présents en Algérie. La France a fait un choix. Ce choix s'appelle l'intégration. L'assimilation visait l'individu, l'intégration intéresse la province. Il faut renoncer à l'illusion de faire de chaque musulman un Français de France. Mais les nationalistes qui ont déclenché la rébellion ne souhaitent pas abandonner leurs objectifs et sont déterminés à aller jusqu'au bout. Car, dans son manifeste du 31 octobre 1954, le FLN y note « La continuation de la lutte par tous les moyens jusqu'à la réalisation de notre but, conformément aux principes révolutionnaires. » Mais il menaçait également tous les musulmans qui refuseraient de coopérer avec eux, se mettant ainsi en danger. Ton devoir impérieux est de soutenir tes frères combattants par tous les moyens. En les servant, tu sers ta cause. Se désintéresser de la lutte est un crime. Contrecarrer l'action est une trahison. En somme, ils veulent que les musulmans pro-français ne soient plus fidèles à la France. Les groupes combattants du FLN vont se présenter comme des moudjahidines, des combattants du djihad, qui, au nom de la guerre sainte, châtiaient les impies, les apostats, les réfractaires et les traîtres. Sans rentrer dans le détail, de novembre 1954 à avril 1955, 414 attentats ont été perpétrés, provoquant 104 tués et 86 blessés musulmans. La deuxième cible du FLN est centrée sur les Européens, les civils n'étant pas inquiétés au début. Ils attaqueront les policiers, les militaires, les élus et les fonctionnaires, en somme, tout ce qui représente la puissance française. Mais c'est à partir d'avril 1955 que les civils européens vont commencer à être pris pour cible. Soustelle va tenter de discuter avec les nationalistes modérés de Ferhat Abbas, avec les oulémas, certains messalistes et avec des responsables du FLN qui avaient été emprisonnés. Dans la lutte contre la rébellion, les forces de l'ordre mettent hors de combat Mourad Didouche, qui est tué en janvier 1955, Mostefa Ben Boulaïd, qui est intercepté en Tunisie en février 1955, et Rabah Bitat, qui est arrêté en mars 1955. Mais de nouveaux foyers d'insurrection naissent dans le Nemenchas, dans l'Aurès, tout comme en Kabylie. Les mesures de répression vont désormais se durcir. Le 31 mars 1955, l'Assemblée nationale vote une loi qui institue l'état d'urgence pour 6 mois dans les régions où les troubles ont lieu et opte pour des prérogatives militaires plus étendues. En mai 1955, l'appareil répressif français est encore plus renforcé. Suite aux multiplications des attentats, le gouvernement général et le ministre de l'Intérieur considèrent que les douars et villages situés à proximité du lieu d'un sabotage ou d'un attentat sont obligatoirement complices. Ils donnent donc l'ordre de châtier sur place tout rebelle pris les armes à la main, mesure qui sera étendue dans toute l'Algérie.
le 1er juillet 1955, par une instruction du ministre de l'Intérieur, Bourgès Monouri, et du ministre de la Défense nationale, le général Cogny. Tout rebelle faisant usage d'une arme ou aperçu une arme à la main ou en train d'accomplir une exaction sera abattu sur le champ. Le feu doit être ouvert sur tout suspect qui tente de s'enfuir. À la fin juillet 1955, l'état d'urgence est prolongé de 6 mois. Le 20 et 21 août 1955, des massacres surviennent dans plus de 47 localités différentes, en une véritable série. Un en particulier retient l'attention, celle de El Halia. Selon les rapports de gendarmerie, au cours de ces journées, 133 civils européens sont tués. 47 membres des forces de l'ordre y perdent la vie, ainsi que 36 musulmans francophiles, et le nombre de blessés s'élève à au moins 119 personnes. La répression française va être impitoyable. Pendant plus de 2 semaines, les membres du FLN, coupables de ces massacres, seront poursuivis et anéantis. Les militaires et les forces de l'ordre sont enflammés par la vengeance à cause des photos prises par le massacre d'El Halia. À certains endroits, comme à Philippeville et à Ain Abid, des milices européennes se sont autoproclamées comme justiciers et vont traquer les coupables sans être sûrs de leur culpabilité et procèdent ensuite à leurs exécutions. Mais malheureusement, les chiffres qui dénombrent les victimes n'est pas fiable. Selon le chiffre officiel des forces de l'ordre, la répression a coûté la vie à 1273 hors-la-loi, tués ou blessés. Mais c'est sans certitude. Le soir du 20 août, Jacques Soustelle se rend aux endroits où les massacres ont lieu, et non sans émotion, et s'aperçoit que la guerre est bel et bien là. La provocation imaginée par le remplaçant de Mourad Didouche, Youssef Zigoud, a fonctionné. Provoquer un bain de sang pour creuser une séparation entre les deux populations en Algérie. Dès le 6 septembre 1955, un rapport du deuxième bureau décrypte le mécanisme du FLN. L'un des objectifs des dirigeants de l'armée de libération est virtuellement atteint. La séparation des Français d'Algérie et de la masse musulmane est pour ainsi dire acquise, avec toutes les conséquences politiques, sociales et économiques qu'elle entraîne. Du coup, une psychose va s'emparer des personnes dans l'est de l'Algérie. Pour les Européens, les musulmans deviennent des barbares. Et pour les musulmans, tout Français devient une brute. La peur s'empare de certains colos. Certains Européens décident de quitter l'Algérie pour la métropole. Dès mars 1955, le gouvernement Edgar Faure décide de ne pas libérer le contingent qui est en service en Algérie et promulgue un décret pour les hommes servant sous les drapeaux. Leur service est rallongé à 18 mois. Les pouvoirs publics sont résolus à monter les effectifs militaires à 100 000 hommes en Algérie. 3 jours après les massacres du 20 août 1955, 2 contingents sont rappelés, soit 60 000 jeunes qui avaient été libérés. Et 3 jours plus tard, sont créées les unités territoriales, qui sont composées de réservistes territoriaux européens. 200 000 hommes sont concernés par ce roulement et doivent servir par période de 3 jours par mois pour assurer une défense passive des points sensibles. La guerre a à peine commencé que de plus en plus de militaires français arrivent en renfort. À la fin novembre, le gouvernement Edgar Faure est renversé. Et 2 jours plus tard, le président du Conseil dissout l'Assemblée nationale. Les élections législatives sont fixées au 2 janvier 1956 et cette campagne sera largement dominée par la question algérienne. Certains des groupes politiques soutiennent le FLN et réclament la paix en Algérie. Aban Ramdan, responsable du FLN à Alger, interdit à la population grâce à des tracts de ne pas participer aux élections françaises et exige la démission de tous les élus musulmans sous peine de représailles. Soustelle, inquiet, décide de laisser l'état d'urgence par crainte d'un nouveau bain de sang. À partir de décembre 1955, les actes terroristes dépassent le nombre de 1000 et l'insurrection algérienne est soutenue par les pays voisins qui soutiennent le processus d'indépendance. Le 31 janvier 1956, Guy Mollet prend la tête du gouvernement et il divulgue son plan pour l'Algérie.
obtenir un cessez-le-feu sur le terrain et ouvrir des négociations avec les élus d'Algérie afin d'élaborer un nouveau statut instituant des élections libres au collège unique qui placerait les Européens et les musulmans à égalité. Guy Mollet va nommer un nouveau gouverneur général, le général Georges Catroux, qui obtient ainsi le nouveau titre de ministre résident. Le 6 février, Catroux décide de ne pas suivre Guy Mollet, qui se rend à Alger, saisi d'un mauvais pressentiment. Guy Mollet va se rendre à une cérémonie qui a lieu au monument aux morts avec un silence qui devient de plus en plus pesant. Le silence va se transformer en huée et des projectiles sont jetés sur le président du conseil. Même des tomates bien mûres sont jetées sur lui. La délégation échappe à la foule en se réfugiant au palais d'été. Les manifestants, issus de toutes les générations et de tous les milieux algérois, crient « Algérie française ! Algérie française !» Guy Mollet va téléphoner au président Coty, qui attend à l'Élysée aux côtés du général Catroux, et le prévient de la situation. Catroux ne souhaite pas se porter volontaire pour une mission impossible, et donne aussitôt sa démission. Finalement, le 9 février, Guy Mollet va nommer ministre résident Robert Lacoste. Le 12 mars 1956, l'Assemblée nationale adopte la loi qui autorise le gouvernement à prendre toute mesure exceptionnelle en vue du rétablissement de l'ordre et offre la capacité de légiférer par décret concernant l'Algérie, une loi qui est inspirée par Robert Lacoste lui-même. En somme, le ministre résident a tous les pouvoirs en Algérie. Lors d'une réunion secrète du gouvernement, François Mitterrand, ministre de la Justice et garde des Sceaux, approuve les peines capitales à l'encontre des nationalistes algériens qui sont condamnés pour actes de terrorisme. Mitterrand ne rédigera que 16 recommandations favorables à la grâce présidentielle. De son côté, le FLN compte dans toute l'Algérie 15 000 combattants, mais avec des forces limitées. Face à l'armée française qui est plus puissante que ses adversaires, l'ALN doit opter pour une technique de guérilla. Ne pouvant attaquer de front les militaires français, les Félagas tentent des embuscades et préparent des attentats ainsi que des sabotages. Mais grâce à leur connaissance du terrain, ils savent se dissimuler et se fondre dans le pays, voire même dans la population. Leur groupe donne l'impression d'être insaisissable. Grâce au soutien des pays voisins devenus indépendants, l'ALN peut installer au Maroc et en Tunisie des bases arrières destinées à former des unités algériennes organisées selon le modèle d'une armée régulière. Guy Mollet, de son côté, va donner de plus en plus de moyens pour rétablir l'ordre en Algérie. En effet, 7500 points en Algérie sont sensibles, tels que les barrages, les viaducs, les ponts et les cols. La seule solution est de mobiliser plus d'hommes. Les militaires de carrière ne suffisent pas, donc le gouvernement décide de créer une nouvelle mesure qui n'avait jamais été prise lors de la guerre d'Indochine. Ils vont rappeler 200 000 jeunes hommes qui ont fini leur service militaire et vont prolonger leur présence sous les drapeaux de 27 mois. Ce qui veut dire que la plupart des jeunes effectuant leur service militaire après leur classe devront partir en Algérie. En 1954, les militaires français n'étaient que 50 000 en Algérie. En juillet 1956, elle passe à 400 000 hommes sur le sol algérien. Tous seront équipés avec du matériel moderne et seront encadrés et entraînés pour accomplir leur mission. Les parachutistes et légionnaires excellent dans les raids éclairs et les opérations héliportées. Ils vont former l'élite des troupes d'intervention. Mais ceux qui effectuent leur service militaire n'ont pas tellement de motivation pour aller en Algérie. Il y eut très peu de désertion dans leur rang. Selon les archives, on dénombre seulement 200 notifications de désertion ou d'insoumission. Au total, 1,2 million d'appelés seront envoyés en Algérie pendant 8 ans. Les actions les plus difficiles sont réservées aux unités d'élite. Les appelés, eux, devront effectuer des opérations de ratissage et de maintien de l'ordre et seront au milieu des embuscades et vivront les accrochages dans le Djebel. Ils devront effectuer les veilles de nuit avec un fusil mitrailleur à la main, quadriller des quartiers, effectuer des visites à domicile et vont subir, comme tous les autres militaires français, l'horreur de la guerre.
Le 14 mars 1956, le ministre des Affaires étrangères, Christian Pineau, rencontre au Caire le colonel Nasser pour s'assurer qu'il n'y a pas de commando de l'ALN en Égypte. À partir du 12 avril 1956, les contacts secrets de Guy Mollet et ceux de la délégation du FLN se rencontrent à Belgrade et à Rome pour discuter d'un éventuel cessez-le-feu. Le FLN demande à la France que l'Algérie soit reconnue comme indépendante. Mais ces discussions virent à l'échec. Le FLN organise alors une vaste campagne de boycott contre l'administration française. Ils vont demander aux musulmans d'abandonner leurs fonctions au sein de l'administration, d'échapper au service militaire, de refuser de payer leurs impôts. Le 5 juillet 1956, le FLN décrète une grève générale à Alger et ainsi qu'au sein des travailleurs algériens de métropole. Tout le monde ne suit pas le mouvement. La guerre d'Algérie va franchir un nouveau pas. Le FLN met en garde la France en les prévenant que s'ils condamnent leurs membres à mort, il y aura de terribles représailles. N'écoutant pas ces menaces, la France exécute les condamnés. Le FLN donne l'ordre à ses militants de tuer n'importe quel Européen de 18 à 54 ans. Monseigneur Léo-Étienne Duval, l'archevêque d'Alger, conseille à la France d'être indulgent. Car à chaque fois que la France voudra commettre des représailles, il y aura de plus en plus de violence au sein de l'Algérie. Mais il ne sera jamais écouté. Après que la France eut appliqué les exécutions capitales du 19 juin 1956, dans les jours qui suivirent du 20 au 22 juin 1956, 72 attentats à l'aveugle seront commis dans les rues d'Alger et causera la mort de 49 personnes. Le 1er juillet 1956, les combattants de la liberté, l'organisation armée du PCA, qui est le Parti communiste algérien, intègrent le FLN et renforcent ses rangs. Mais les Européens commettent eux-mêmes des attentats et souhaitent se venger de la violence du FLN. Leurs attaques sont réalisées grâce à la complicité de la police, qui trouve les autorités beaucoup trop clémentes quand il s'agit de réprimer les réseaux FLN. Suite à l'attentat de la rue de Thèbes qui a eu lieu le 10 août, Robert Lacoste craint des représailles. Il instaure un couvre-feu à Alger et désormais 1100 policiers, 55 gendarmes, 8 compagnies de CRS, 17 000 hommes des unités territoriales et 4 600 militaires doivent désormais maintenir l'ordre dans la ville. Après sa sortie de prison en 1955, Aban Ramdan, qui a profité de son temps d'incarcération pour apprendre les cultures politiques, estime que le FLN doit être mieux structuré et souhaite organiser une rencontre avec tous les chefs intérieurs du FLN. Cette réunion a lieu du 20 août au 10 septembre 1956 dans la Soumam, une vallée de Kabylie. Leur première occupation est de redécouper les territoires de leur organisation. Le FLN est désormais réparti en 6 wilayas, ce qui veut dire province. Wilaya 1, Aurès Nemetchas, Wilaya 2, Nord Constantinois, Wilaya 3, Kabylie, Wilaya 4, Algérois, Wilaya 5, Oranie, Wilaya 6, Sud algérien. Chacune de ces provinces sont subdivisées en zones, régions et secteurs. La zone d'Alger est détachée de la Wilaya 4 pour devenir autonome et qui sera sous le contrôle direct de l'exécutif du FLN. L'organisation territoriale correspond à une organisation militaire de l'ALN, dont les combattants sont répartis en katibas, qui veut dire compagnie, et ferkas, qui veut dire section. À cette occasion est créé le Conseil national de la révolution algérienne, dit CNRA, qui va constituer une sorte de parlement. Seule cette instance pourra voter un cessez-le-feu, dont les conditions sont toujours les mêmes. L'indépendance de l'Algérie et la reconnaissance du FLN comme unique représentant du peuple algérien. Le CNRA détient une comité de coordination et d'exécution dit CCE, qui siège à Alger et qui se compose de 5 membres, qui sont Aban Ramdan, Krim Belkacem, Larbi Ben Midi, Ben Youssef Ben Keda et Saad Dalab. Ils votent ensemble la création d'un bulletin officiel qui se prénomme El Moudjahid, qui deviendra dans le futur un quotidien.
En septembre 1956, le CCE publie le numéro 3 de El Moudjahid et Aban Ramdan écrit lui-même un article. Avec la phrase actuelle de lutte, nous entrons dans la période d'insécurité générale, prélude de l'insurrection générale qui débarrassera à jamais du colonialisme français. Le 30 septembre 1956, en application des nouvelles directions du FLN, les premières bombes explosent à Alger. Ce jour-là, 2 engins explosifs ont été déposés au Milk Bar, qui se situe place d'Isly, et un 3e à la cafétéria, qui se situe rue Michelet. Ces bombes qui visaient les Européens ont fait plus de 3 morts et plus de 60 blessés graves. Ce jour signe le début d'une longue offensive du FLN contre la France. Le 22 octobre 1956, au matin, les services secrets français apprennent qu'un groupe de chefs extérieurs du FLN, après avoir été reçus par le roi Mohamed V au Maroc, doivent se rendre de Rabat à Tunis en empruntant un avion qui s'envolera de l'Algérie. Robert Lacoste souhaite intercepter l'appareil. Son adjoint civil, Pierre Chaussade, et le général Loriot, commandant en chef des forces françaises en Algérie, donnent leur feu vert et Paris donne également son feu vert. L'avion qui doit transporter les chefs extérieurs du FLN est immatriculé en France. Et au vu des lois internationales de l'aviation, l'immatriculation détermine la nationalité de l'appareil, donc la France a le droit de le détourner. Les avions de chasse français contraignent l'appareil à se poser à Maison-Blanche, qui est l'aéroport d'Alger. Les militaires français découvrent à son bord 4 ténors du FLN. Ahmed Ben Bella, Hossein Ait Ahmed, Mohamed Kider, Mohamed Boudiaf et Mostefa Lachraf, un responsable indépendantiste qui les accompagnait. La capture de Ben Bella est un coup dur pour le FLN, mais il sera très vite remplacé, tout comme les autres chefs désormais emprisonnés. En métropole, Guy Mollet est furieux, car l'opération a été réalisée sans qu'on lui demande son avis. Mais surtout, il s'aperçoit que ses pourparlers avec le FLN sont désormais compromis. La France est désormais condamnée à mener la guerre jusqu'à la victoire finale. Ces arrestations vont jeter un coup froid dans les rapports entre la France, le Maroc et la Tunisie, car désormais, ils ne peuvent plus cacher les aides apportées au FLN. En fin de compte, dans cette histoire, ce sont les officiers de haut rang de l'armée française qui ont imposé leurs décisions et prennent de plus en plus de pouvoir sur les autorités civiles en Algérie. Une autre affaire va exacerber ce conflit. En juillet 1956, le colonel Nasser fait ratifier son titre de président de la République d'Égypte par référendum et décide de nationaliser le canal de Suez. Les Américains cherchent des solutions pour régler le problème, tandis que la France et la Grande-Bretagne souhaitent une réponse rigoureuse face à ce coup de force qui porte atteinte à leurs intérêts. À la fin du mois d'octobre, est conclue une alliance entre la France, l'Angleterre et Israël. La guerre éclate entre l'État hébreu et l'Égypte. La décision est prise à Paris et à Londres de faire intervenir l'armée pour protéger le canal, ce qui va semer encore plus de doutes à la France. C'est qu'à Oran, un navire qui se prénomme l'Athos, qui provient de l'Égypte, a été contrôlé avec des armes à son bord. Le 5 novembre 1956, les parachutistes français et britanniques interviennent pour ouvrir la route du Caire. Mais suite à une menace d'intervention de la part des soviétiques ainsi que de la part des Américains sous forme d'un chantage financier, la France et l'Angleterre doivent retirer leurs troupes. La France a montré sans le savoir sa vulnérabilité.